La danse des mots, Yvan Amar. Bonjour et bienvenue dans une danse des mots qui est extrêmement joyeuse aujourd'hui de retrouver la puce à l'oreille de Lucie Bouteloup. Nous avons été privés de puce pendant cette trêve dite des confiseurs pendant une semaine et peut-être deux. Elle nous revient dans une vingtaine de minutes et auparavant nous allons parler de l'assassinat des livres. C'est le titre d'un gros livre justement qui traite de la fonction et de la réalité et du commerce des livres aujourd'hui. Un livre collectif dont l'un des co-rédacteurs est venu nous rejoindre au micro de la danse des mots. L'assassinat des livres par ceux qui œuvrent à la dématérialisation du monde, c'est ainsi que s'intitule donc ce gros pavé auquel vous avez participé, Dominique Mazuet. Vous êtes libraire à Paris, vous présidez aux destinées de la librairie Tropique. Alors où est-elle cette librairie déjà ? Et dans le 14e, dans le quartier Pernéty-Plaisance, comme il est coutume de le désigner. Donc vous êtes au sud-ouest de la capitale et vous avez participé à ce livre dont le sommaire montre qu'il s'agit à la fois de parler des auteurs, des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, avec un titre provoquant et assez sanglant, il faut bien le dire, l'assassinat des livres. Alors est-ce que vous avez l'impression donc que les livres sont assassinés en ce moment ? Je suis pas forcément en accord avec le titre. J'aurais précisé la tentative d'assassinat des livres. Mais vous pensez qu'on tente de les assassiner ? Oui, mais évidemment c'est du refoulé. C'est-à-dire une tendance de. C'est-à-dire qu'évidemment les principaux responsables de cette tentative profondément néfaste, évidemment pour les métiers du livre, pour le livre et pour la lecture d'ailleurs, s'auto-désignent comme les défenseurs du livre, bien sûr, à commencer par les pouvoirs publics et notamment les ministères de tutelle, les deux premiers concernés étant le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Donc vous pensez qu'ils se désignent comme les défenseurs du livre et qu'en fait ils tentent de les assassiner. Alors, c'est bien cela ? Le paradoxe ou la contradiction, c'est effectivement que leur position publique, et je la connais depuis déjà un certain temps, est évidemment, et pour d'évidentes raisons, de se poser comme les défenseurs du livre. Et ça date de fort longtemps, puisqu'on connaît bien la loi de 81 sur On la connaît pas si bien que ça. Elle attribue vous la connaissez bien, certainement. Elle est assez simple, hein. C'est la loi dite Lang, bien que Lang se soit surtout contenté de la signer. Comme vous savez, elle fut Lang était un ministre qui travaillait. Oui, mais enfin, là, en l'occurrence, c'est Lindon qui avait mobilisé tous les métiers du livre, les éditeurs, les distributeurs, les libraires, les auteurs, et face à une menace qui était très concrète à ce moment-là, rappelons que c'était le tout début des années 80, qui était l'apparition de la Fnac, donc de la grande distribution sur le marché du livre et de la lecture en France. La mobilisation a été tellement efficace qu'aujourd'hui, elle permet à la France d'être de l'avis même des anglo-saxons, le pays de cocagne du livre et de la lecture, au travers notamment du maintien, au prix de pas mal d'efforts aujourd'hui, d'un assez large secteur, on dira 7 ou 800 librairies indépendantes qui maillent le territoire français et qui doivent leur existence à leurs efforts, bien sûr, mais aussi et beaucoup au cadre juridique avec pour le coup, une véritable exception culturelle, tout à fait concrète, et qui est le régime dérogatoire du commerce du livre, qui est exclusif et qui est une dérogation partielle, mais quand même décisive à la prétendue au bonheur par la concurrence libre et non faussée, puisqu'il interdit, il entrave largement le principe de concurrence, au moins au niveau de la distribution, puisqu'en France, le livre est à un prix unique, qui d'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas attribué de manière administrative, mais évidemment les éditeurs ont toutes les libertés. Qu'est-ce qu'on entend par le livre est à un prix unique ? C'est justement ce que je voulais préciser, et j'en termine sur ce point. Le livre est à un prix unique, c'est-à-dire que où qu'on l'achète, le livre est vendu à un prix public
unique, c'est-à-dire où que ce soit, y compris chez les marchands de livres ou dans les secteurs dématérialisés de la vente sur Internet, ou en librairie, partout en France. C'est pour ça d'ailleurs que le prix, théoriquement, doit être affiché explicitement sur chaque ouvrage, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Ce prix unique ne souffre pas de dérogation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une concurrence sur le prix dans les circuits de distribution du livre. Donc on achète un livre dans une grande surface ou dans une petite librairie ou dans une grande librairie, on le payera au même prix. Exactement. Et qu'on l'achète sur Internet. Et il y a une interdiction de faire une remise au-delà d'une petite remise qui est autorisée et qui est pratiquée, y compris d'ailleurs par les libraires indépendants, de 5%. Tout ça est fixé de manière rigoureuse et en contravention totale avec les règles du libéralisme ou du néolibéralisme actuel, et singulièrement celle de concurrence libre et non faussée. Mais c'est extrêmement efficace puisque ça a permis non seulement la diversité, ce qu'on appelle la diversité culturelle, éditoriale et autres, la présence de très nombreuses librairies encore aujourd'hui qui subsistent en France, ce qui n'est pas le cas dans pratiquement tous les autres pays importants du point de vue de la production éditoriale, à la satisfaction générale d'ailleurs des lecteurs, des éditeurs et des auteurs eux-mêmes. Donc vous avez l'impression qu'un métier comme le métier de libraire est certainement moins important qu'il y a 20 ou 25 ans. Il y a pas mal de librairies qui n'existent plus, mais que ça résiste bien. Ça résiste bien, les chiffres sont là pour le démontrer, et ça résiste notamment très efficacement, contrairement à ce qu'une logomachie est largement diffusée, y compris, comme je dis, qu'est-ce que vous sur la entendez radiovision. Par logomachie? Eh ben, une logomachie, c'est-à-dire un discours auto-réalisateur, de prédiction auto-réalisatrice, portant sur ce que certains de vos confrères, sur des chaînes pourtant publiques et notoires, appelé en 2012, lorsque j'ai écrit mon premier ma petite brochure militante, la première, appelée le tsunami du numérique. Bien, comme je l'annonçais d'ailleurs à l'époque dans mon ouvrage, le tsunami du numérique n'a pas eu lieu. Et le numérique, en dépit des gros efforts qui sont faits pour le propager, donc c'est le projet du livre que nous commentons aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de tentative d'assassinat. Elle est absolument déterminée. Les efforts qui sont consacrés par les pouvoirs publics sont tout à fait consistants. Et désastreux d'ailleurs, puisqu'ils ont quand même réussi dans le secteur des métiers du livre, comme d'ailleurs dans l'activité en général en France, à détruire de manière massive des emplois. À titre indicatif, dans l'ensemble des métiers du livre, les 5 dernières années, c'est 50 000 emplois sur un peu moins de 200 000 qui ont été liquidés, sans évidemment la moindre contrepartie dans les prétendus métiers d'avenir, parce qu'il n'existe pas en réalité cela. Alors, revenons donc à ce que c'est que le livre aujourd'hui, Dominique Mazuet. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une crise manifeste du livre qui se profile? Est-ce que lui résiste bien? Est-ce que, par exemple, l'avenir du disque, du CD par exemple, avant c'était le vinyle, et l'avenir du livre ne peuvent pas se comparer. On sait que par exemple il y a une crise du disque terrible. On enregistre beaucoup moins de disques, on en vend beaucoup moins qu'il y a, 5, 6, 7 ans, assez peu d'années. Pour le livre, vous avez l'impression que les choses sont différentes. Mais absolument. Et comparaison n'est pas raison. Cette comparaison est parfaitement justifiée. D'ailleurs, je vais vous rappeler les circonstances qui ont amené à la loi de 81. On avait bien vu comment à l'époque, donc il y a déjà 30 ans, la Fnac avait anéanti les disquaires et les avait fait disparaître. Je tire pas de conclusion morale ou autre là-dessus. Je poursuis la comparaison sur des bases factuelles. Par la suite, la Fnac elle-même a été confrontée à une autre contradiction produite par la logique de marché et les prétendues nouvelles technologies. Pourquoi prétendues? Elles sont bien nouvelles. Alors, justement, elles ne sont pas nouvelles. Sont des technologies. Puisque, par exemple, celles qui posent problème aujourd'hui, à propos du disque, par exemple, ont produit leurs premiers effets il y a près de 40 ans. La deuxième vague, qui a été la dématérialisation, parce que dans une première étape, on a une numérisation. Les gens confondent un peu tout dans ce domaine. Donc l'étape de numérisation, ça a été le transfert de l'analogique au numérique avec un support physique. C'était le passage du disque vinyle, comme on dit, au CD, qui a profité du fait des modes de consommation et donc de distribution à la grande distribution qui était la Fnac, qui a éliminé à la fois dans un premier temps tout ce qui était détaillant d'articles de photos, etc. Souvenons-nous que la Fnac n'a pas démarré avec le disque, mais avec tout ce qui était les objets de grande consommation culturelle déjà à l'époque, mais qui n'étaient pas encore le disque, mais plutôt les chaînes haute fidélité et les appareils photo et les systèmes de développement argentique. Par la suite, donc, la Fnac s'est développée là-dessus, mais ça, c'est déjà très ancien. La deuxième vague, ça a été la dématérialisation,
justifié essentiellement non pas par le bien-être de l'humanité ou du consommateur, mais essentiellement par des motivations économiques, avec les résultats effectivement désastreux qu'on connaît pour les activités, les activités de détail où toute la population qui pouvait exister autour de la vente et du commerce du disque et de la musique